C'est votre journée. On accueille Christian Daigle en studio du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Et bonjour Christian, comment ça va? Bon matin, ça va très bien, toi? Ça va super bien, pas trop froid. Là, je te voyais t'en venir dehors, c'est encore pas super. Un beau petit temps d'automne, c'est parfait comme ça. Ça commence bien une journée. Pendant qu'on a quelques rayons de soleil, on en profite parce que c'est des nuages qui sont attendus aujourd'hui. Ce ne sont pas les sujets qui manquent ce matin, bien évidemment. Christian Daigle, entre autres, concernant cette loi anti-syndicale du gouvernement Legault. Selon vous, c'est un peu une diversion, cette histoire-là, de ce que je comprends. Effectivement, là, ce que le gouvernement fait avec la loi 3, pour venir restreindre un petit peu les pouvoirs des syndicats, il fait deux choses. D'abord, il fait une diversion sur les vrais problèmes qu'ils ont. On parle d'accès au logement, on parle des difficultés qu'on a avec la santé. Il veut qu'on détourne l'attention et on met l'emphase sur des choses qui sont anecdotiques au niveau syndical. Le gouvernement parle, M. Boulet, le premier ministre parle beaucoup du voyage à Dubaï de Mme Picard. On parle également aussi de certains soupers. Mais quand on regarde, c'est 40% de la population québécoise qui est syndiquée. L'ensemble des syndicats qui composent la société, c'est quelques anecdotes qui sont passées dans les dernières années. À ce compte-là, on pourrait prendre facilement les anecdotes qu'on a eues du gouvernement également aussi. Des voyages de ministres qui ont été bien arrosés, des soupers ou des couchers à l'hôtel qui étaient extravagants à ce moment-là, des dépenses qui n'étaient pas nécessaires aussi au niveau des élus gouvernementaux. Puis il n'y a pas de projet de loi qui sort pour ça. Mais le gouvernement veut mettre l'emphase sur ça ou n'utilise que ces exemples-là au niveau des votes qui ont pu se finir tard aussi, alors que 90-95% de la situation est conforme au niveau des syndicats aussi. Alors, pour nous, c'est une grande diversion que le gouvernement veut faire. Et le pourcentage restant, justement, tu dis que 90-95 qui est conforme, où est-ce qu'on pourrait aller peut-être travailler quelque chose qui serait bon pour tout le monde? Bien, il y a des syndicats qui ont à regarder les choses, mais ça, c'est des choses qui sont internes. Quand un syndicat décide de ne pas se voter un fonds de grève, c'est son choix, c'est le choix des membres. Donc, la FAE qui a fait la grève et qui a eu 22 journées de grève sans fonds de grève, le ministre allait dire que ça n'a pas d'allure que les gens qui fassent la grève, qu'il n'y ait pas un fonds de grève, qu'il n'y ait pas un montant. Mais c'est les membres qui ont décidé ça. C'est les membres qui ont voté, qui se votent des dirigeants, qui élisent des dirigeants et qui, après ça, prennent ces décisions-là. C'est un choix interne qu'ils ont fait. Nous, dans le temps de la grève, dans le temps des négociations, on a une cotisation spéciale qui nous amène un fonds de grève qui est minime. Puis après ça, les syndiqués qui sont en négociation peuvent choisir de se doter d'un fonds additionnel. Donc, eux-mêmes se mettent de l'argent de côté pour augmenter ce fonds-là. Donc, chaque syndicat a sa politique interne et est capable de régir son fonctionnement interne. Puis on n'est pas dénoué de sens, là, je veux dire, dans les syndicats. On est là pour les membres, on représente les membres. L'autre aspect que le gouvernement veut mettre à mal au niveau des syndicats, puis où est-ce que je parle de l'autre 95, le 5% qui manque, là, c'est qu'il veut nous empêcher de faire du sociopolitique. Il veut nous empêcher de faire des contestations politiques sur des situations que lui veut faire. Il ne veut pas être contesté. Alors ça, c'est un problème, parce que les syndicats, lorsqu'ils contestent des choses que le gouvernement fait, souvent, il le fait pour la population. C'est-tu fréquent, ça? Ben oui. Lorsqu'on fait des démarches pour avoir un salaire minimum plus élevé, c'est pas pour tous les membres qu'on représente. Chez nous, on représente une infime partie des membres. Mais quand je prends les gens, mettons, de la CSQ, de la FIC, qui représentent des professeurs, des infirmiers, infirmières, à ce moment-là, leurs membres gagnent plus que le salaire minimum. Mais ils savent que les gens qui travaillent dans la société gagnent le salaire minimum. Ces gens-là ne sont pas syndiqués. Donc, on travaille pour ces gens-là aussi. Lorsqu'on a mis en place des congés de maternité, c'est les syndicats qui ont fait ça. Lorsque notre syndicat a contesté la loi de l'équité salariale en 2001, quand le gouvernement a mis en place la loi de l'équité salariale, il s'auto-excluait de cette loi-là. Le gouvernement, dans sa loi, avait un paragraphe, le chapitre 9, qui disait à ce moment-là qu'il s'auto-excluait de la loi parce que lui a fait un travail de relativité puis il trouvait que c'était correct, ça. Mais on est allé jusqu'en Cour suprême puis on a gagné. Et les membres qu'on représentait ainsi que l'ensemble des employés de la fonction publique ont eu droit au chapitre puis à l'équité salariale par la suite, ce qui ne faisait pas l'affaire du gouvernement. Donc, c'est tous des combats sociopolitiques qu'on fait, qu'on aide les gens, mettons, assistés sociaux à avoir des meilleures prestations, qu'on aide après ça les gens au niveau de l'accès au logement, qu'on donne un support également à l'ensemble de la population québécoise. Mais ça ne fait pas l'affaire du gouvernement quand ça va contre ses politiques. Alors ça, il veut museler les syndicats par rapport à ça. Et ils veulent donc, de ce que je comprends de votre côté, le message c'est mettez-vous pas le nez dans nos affaires, ça va bien, on est démocratique, on a notre manière de faire. Mettez-vous pas le nez là-dedans. Exactement. Puis, je veux dire, si on prend des décisions qui sont pas populaires, moi, je suis une personne qui est élue. Il y en a des syndicats, c'est à tous les 2 ans. Il y en a qui c'est à les 3 ans. Nous autres, c'est 4 ans. Comme le gouvernement, je passe en élection. Moi, je suis sur un siège éjectable. Si jamais je fais pas la job et que mon équipe fait pas la job, ils peuvent nous remplacer aux prochaines élections en disant,
c'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas ce qu'on voulait. On prend une autre personne. Même chose pour le gouvernement. Il y a des élections aux 4 ans aussi. Est-ce qu'on a des référendums à chaque année? Non, bien sûr, mais on a des consultations, nous autres, à chaque année. 2 fois par année, on va voir nos dirigeants, la centaine de sections syndicales, pour voir si on fait bien les choses jusqu'à maintenant. Le gouvernement, il ne va pas voir la population 2 fois par année non plus, parce que je pense qu'il n'y aurait peut-être pas le même son de cloche. Effectivement. On sait qu'il y a des élections au provincial qui s'en viennent, à peu près dans un an. Le gouvernement Legault n'est pas au top de sa popularité, on va se le dire. Est-ce que vous entrevoyez un possible changement de parti de manière optimiste ou neutre ou pessimiste, ou comment vous voyez ça, un petit peu la suite des choses? Là-dessus, je me prononce pas parce que je dirais que je suis optimiste d'avoir un changement de gouvernement puis le prochain pourrait être pire. Je me dirais que je suis pessimiste puis le prochain pourrait être mieux. Et je veux dire, avec les années, on va y aller selon ce que les gens veulent comme population au niveau du gouvernement. Puis on va faire avec parce que nous, on est dans les services publics, on est dans les ministères organismes, puis on travaille proche de ces gens-là, proche des ministres et qui sont présents, des sous-ministres également aussi. Fait qu'on va voir la politique du prochain gouvernement, que ça pourrait être même la CAQ qui rentre, et avoir changé complètement le visage de la CAQ à ce moment-là aussi. Fait qu'on va y aller selon les élections, puis après ça, on va voir c'est quoi les politiques qu'ils veulent mettre en place, puis en espérant que ça touche beaucoup plus les gens qu'on représente, et également aussi la société. Et un an en politique, ça peut être demain matin ou un siècle. Ça peut être très, très long. Il peut se passer des affaires pas à peu près, Exactement. Christian Daigle du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Il y a des coupures qui sont envisagées à la Sûreté du Québec. C'est quoi cette histoire-là? Puis qu'est-ce que ça peut impacter, là? Dans la saga, puis ça fait 2, 3, même 4 chroniques peut-être qu'on fait, où est-ce qu'on parle toujours de coupures, les dernières qu'on a appris ou que les journaux ont appris puis qui ont fait valoir, ça serait un 120 millions à la Sûreté du Québec qui serait coupé. Mais ce 120 millions-là, quand le gouvernement dit qu'il demande des cibles monétaires puis que ça ne touchera pas les services à la population, cet exemple-là est venu donner un exemple patent de coupure de services à la population parce qu'on fermait des postes de police dans les petites régions du Québec. Donc, des postes satellites qu'ils appellent. Et ces postes-là sont des postes de proximité. Il y avait une dizaine de municipalités qui bénéficiaient de ces petits postes de la Sûreté du Québec-là, avec un staff qui était minimaliste. Je pense à Clermont, entre autres, Clermont, en région. Exactement. Et ces postes-là satellites, s'ils ne sont pas là, c'est un délai d'intervention supplémentaire. Il y a des endroits où c'était un 80 km, un 67 km avant que les policiers puissent intervenir. Alors, tu veux les avoir dans le coin, là? Oui, quand il y a une situation d'urgence, tu veux les avoir dans le coin, tu veux qu'ils soient proches pour intervenir, tu appelles, c'est l'urgence là, qui se passe. Donc, c'est des postes qu'ils voulaient fermer parce que le gouvernement donne des cibles monétaires. Après, nous, on veut interpeller le gouvernement en disant pourquoi vous coupez, mettons, tel poste? Dis-moi, je coupe rien. Je donne juste des cibles monétaires à couper. C'est les ministères qui s'occupent de couper. Puis quand on va voir les ministères nous disent nous, on n'a pas le choix, il faut aller avec des cibles monétaires qui nous sont données. Fait que la seule chose qu'on peut couper, c'est les effectifs. Là, le gouvernement dit qu'il a refusé ce plan-là de coupure. S'il n'y avait pas eu de sortie dans les journaux ou dans les bulletins télévisés, est-ce qu'il y aurait eu ces coupures-là qui auraient été effectuées ou pas? On ne le saura jamais. Mais ça se pourrait que ça allait passer sous le radar. Cette fois-ci, ça a été médiatisé. Les maires se sont levés pour dire qu'ils étaient en désaccord avec ce qui se passait. Et à ce moment-là, automatiquement, il y a eu un recul qui s'est fait de la part du gouvernement. Là, ils disent qu'ils vont couper ailleurs parce que le 120 millions, il n'est pas enlevé, là. Ils disent qu'il faut couper ailleurs. Mais à part des locaux ou des bâtisses qu'on doit entretenir, on n'a pas le choix d'entretenir, là, tu ne peux pas ne pas payer ton loyer, ne pas payer la bâtisse. La seule autre chose qui reste au niveau du gouvernement, c'est des emplois. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire pour trouver 120 millions à la Sûreté du Québec sans toucher les effectifs, sans toucher les citoyens avec ça indirectement. Parce que même si on dit on va couper des postes administratifs, on ne coupera pas les policiers, on va couper le staff administratif. Les agents de secrétariat qui sont là, les techniciens, les préposés aux renseignements qui sont là, qui répondent à la population qui se présente dans les postes, c'est du service qu'ils donnent. Ils vont faire quoi? Ils vont enlever un policier de sa route pour le mettre au comptoir pour répondre aux gens. J'aime mieux avoir le policier sur la route parce que j'en ai besoin éventuellement que de l'avoir au comptoir qui va attendre qu'un citoyen se présente pour venir payer une amende ou venir faire quelque chose là-dessus. Là. C'est quand ils coupent en santé, mais qu'ils ne coupent pas les médecins, mais qu'ils coupent les agents administratifs et que le médecin me dit j'ai des heures de paperasse à faire, ces heures-là ne sont pas sur le plancher. Tu n'as pas coupé de médecin, mais ton médecin il est moins là. Demande-le, arrêtez. Là. Exactement. C'est niaiseux, là. Oui, tu prends un chirurgien, tu vas l'asseoir 7 heures dans le bureau pour faire de la paperasse, puis il va faire de la chirurgie pendant 1 heure. Le médecin
médecin a étudié, ou le chirurgien a étudié pour faire de la chirurgie. Mais tu dis que tu n'as pas coupé le chirurgien. Ben non, tu le coupes pas sur là, ben oui. mais il fait de la paperasse. Et voilà. On a la même chose avec nos inspecteurs présentement, qui ne sont pas sur le terrain, qui sont en bureau en train de faire des travaux à la place cléricale. Et on a la même chose avec les agents de conservation de la faune, où il y avait des agents de secrétariat qui faisaient les rapports. On peut tout nommer les situations de même. Oui, les autres font des tâches administratives en soutien à ces gens-là. Pour permettre à ces gens-là de faire leur job. Voilà. Effectivement. Donc ça, c'est pas annoncé, c'est pas fait. Est-ce que c'est un peu grâce aux sorties médiatiques? Tout à fait. C'est les dénonciations médiatiques qui a fait qu'il n'y aura pas ces 120 millions de coupures dans les services à la population au niveau de la police, mais le 120 millions demeure la cible à atteindre pour la Sûreté du Québec. Alors, on a bien hâte de voir comment ils peuvent faire autrement. On parle maintenant d'une genre de plainte collective que vous faites là, à la CNESST. C'est le climat de travail. Là. Ça me surprend, ça, par exemple, là, que vous dites que ça va pas bien, là, le climat de travail avec Legault. Là. Le gouvernement Legault, en général. On pourrait prendre mes chroniques, je pense, puis les donner en preuve lors de l'audition qui va venir éventuellement. C'est effectivement la situation qui se passe dans plusieurs endroits. Les gens vivent de l'anxiété. C'est pas un bon climat présentement. Les gens ne savent pas sur quel pied danser. Quand tu sais pas si tu as une job demain matin parce que tu es occasionnel, si tu vas réussir à obtenir ta permanence parce que tu es temporaire, si tu es permanent, puis tu sais pas si tes collègues vont partir, puis tu vas te retrouver avec la boue dans le toupette parce que tu vas avoir 28 dossiers au lieu d'en avoir 2 par jour seulement à traiter parce que c'est des dossiers qui sont lourds, qu'il faut étudier puis qu'il faut faire les suivis. Ça ne fonctionne pas. Donc, le gouvernement continue à créer de l'incertitude parmi les employés, à créer un climat qu'on pourrait qualifier un peu de toxique à travers tout ça. Il n'y a pas une compagnie qui va jouer sur la situation avec ses employés, puis qui ne pensera pas que ça n'aura pas d'effet dessus. Ça va avoir un effet démobilisant. Ça va avoir un effet, je dirais, néfaste au niveau d'une entreprise quand tu dis, je vais en couper à moitié des employés qui s'en viennent, là, puis dans la prochaine année, je vais en recouper encore un petit peu, mais je vous dis pas qui. Je vous dis pas quand non plus, puis je vous dis pas comment je vais faire ça. Ni quel impact ça aura sur vous. Ben voilà, exactement. Donc, ces situations-là amènent des difficultés pour tous les gens qu'on représente. Amènent des difficultés pour la situation du bureau également aussi. Même les gestionnaires ne savent pas sur quel pied danser. S'il y a une direction qui va être coupée complètement puis qu'on va devoir relocaliser des gens ailleurs, si on va abandonner des missions aussi. Donc, tout ça amène un climat de tension, de stress puis d'incertitude qui est intenable pour les gens. Puis l'employeur agit en plus de façon, en bon français, at large, là, sans discernement. L'employeur ne regarde pas, il ne dit pas, c'est tel domaine que je vais m'attaquer ou c'est telle chose que je vais situer. Il dit juste, on coupe 2000 personnes par année pendant 3 ans de temps. Vous le saurez éventuellement. C'est complètement aberrant comme façon de faire. Et pour nous, cette situation-là, c'est comme un employeur qui... C'est un pyromane, je veux dire, pompier. Je veux dire, c'est quelqu'un qui met le feu, puis après ça, il va venir l'éteindre, puis il va dire hey, « je vous ai sauvé, finalement, voici ce qui se passe, puis on va être pas si pire que ça. » Mais il a créé la panique au départ. Alors, pour nous, on trouve... Puis nos membres trouvent qu'il y avait matière, justement, à déposer des recours en ce sens-là. Donc, c'est quoi les prochaines étapes là, pour cette plainte-là? Puis à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme développement éventuellement? Là, là, il y a eu des contacts avec la CNSST. Après ça, il va y avoir certainement enquête. Il va y avoir des dépositions à faire. Il va y avoir... à étaler un petit peu plus notre preuve avec la CNSST puis voir ce qu'il y en est. Puis là-dedans, le SPGQ est avec nous aussi, le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Donc, ils ont les mêmes milieux de travail, ce sont des professionnels. Nous, on est les techniciens, les ouvriers, les agents de soutien. Donc, on est dans les mêmes milieux de travail, on partage les mêmes bureaux. Ils vivent la même chose que nous. Donc, on va être les deux là-dedans de front contre l'employeur pour essayer d'avoir un meilleur milieu de travail. Puis, si on a un meilleur milieu de travail, quand les gens vont appeler, ils vont avoir des meilleurs services aussi parce que les gens n'auront pas cette anxiété-là. Ils vont pouvoir se concentrer sur leur job, vont pouvoir se concentrer à donner des bons services à la population. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Donner un bon service aux gens qui ont besoin des services publics, qui vont à tous les jours vers les services publics et en donner pour ces gens-là également aussi le plus possible. Hey, en terminant, peut-être un petit mot rapide sur les 60 ans de la loi de la fonction publique. C'est quand même un anniversaire qui est important. On peut-tu remettre cette loi-là en contexte quand même puis nous rappeler ce qu'elle est venue faire à l'époque quand même? La loi de la fonction publique, puis ça tombe bien que tu m'en parles ce matin, Rémi, parce que le nouveau projet de loi veut l'abolir. Le dernier projet de loi, le projet de loi 7, puis on en parlera peut-être une prochaine fois, de la ministre Duranceau, coupe différents organismes, fusionne des choses, et ils vont abolir la loi de la fonction publique. Et la commission de la fonction publique a été créée il y a 60 ans pour amener un arbitre externe
à la situation. Avant 60 ans passés, le gouvernement, quand il changeait, quand il y avait des élections et qu'on changeait de gouvernement, ça changeait la fonction publique au complet. Fait que si tu votais du bon bord, ben, tu allais peut-être avoir le contrat pour travailler dans un bureau, après ça, d'un ministère. Pas pour un député, là, pour un ministère. Tu vas travailler peut-être sur la voirie à ce moment-là pour le déneigement des routes ou pour la construction des routes parce que tu as voté du bon bord et tu t'es mis avec le nouveau député. Donc, la fonction publique était malléable comme ça et amenait ce changement-là. Donc, on n'avait pas une fonction publique qui était, je dirais, professionnelle et qui était académiquement à la bonne place. On avait les amis du parti qui venaient à ce moment-là donner un coup de main. Je pourrais même compter des anecdotes là-dessus parce que mon père l'a vécu directement. Ben, à un moment donné, il était allé à la pêche avec son oncle qui avait la carte du parti. Quand il est rentré le matin, les élections la veille permettaient qu'il rentre pêcher avec mon père qui était son neveu. Puis le soir, quand il est sorti, ben, les gardes de pêche qui étaient à la porte, les gardiens de territoire, ils ont dit « T'as plus la bonne carte maintenant. » là. Il dit « Nous autres, on a changé durant la journée, puis tu rentreras pas ici pendant 4 ans, c'est assuré. » Ben voyons donc. Ben oui, c'était ça avant. C'est de même. Les droits changeaient selon l'allégeance au parti. Wow. Donc, pour cette situation-là, ben, ils ont créé la loi de la fonction publique. La commission de la fonction publique est là également comme chien de garde. Elle est là pour s'assurer qu'il y a un processus qui est neutre, que le gouvernement n'est pas arbitraire dans ces choses également. Là. Ben, pour faire enquête si on a besoin de le faire également aussi. Et pour, après, se mettre en place, justement, des emplois permanents, qu'il y ait un processus de dotation, qu'on suive des règles précises pour avoir une fonction publique qui est efficace et qui répond aux besoins de la population. Donc, qui n'est pas à la merci du politique. Donc, c'est tout ça qu'on met en place, justement, pour éviter qu'avec un gouvernement qui va prendre une tangente d'un côté ou de l'autre, selon ses volontés ou selon le choix de la population, que la fonction publique, elle demeure pour donner le service à la population de manière neutre et efficace à travers l'ensemble des services qu'on décide de se doter. Fait que c'est un peu ça que la commission fait. C'est un petit peu le chien de garde du gouvernement et des ministères aussi. Christian Daigle est président général du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. C'est toujours très agréable comme discussion. Merci beaucoup de prendre le temps, puis on se reparle dans 2 semaines. Parfait, mais merci beaucoup encore de l'invitation, puis à bientôt. Salut. 8h